Je trouvais ça intéressant que Mathieu vous sensibilise à cette question de l'aéroport, et voici pourquoi. Les Québécois, de façon générale, ont l'impression que leurs députés fédéralistes, qu'ils ont élus en 2011, les représentent à Ottawa avec toute la vigueur et la ferveur que se doit. Il est vrai que Madame la députée néo-démocrate du comté de Portneuf-Jacques-Cartier, dans notre comté, s'est insurgée contre l'avènement de l'aéroport. Malheureusement pour elle, et surtout malheureusement pour nous, son chef, M. Mulcair, n'en a jamais dit un mot en chambre. Silence radio total. Et si ce n'était que de ce dossier. On peut penser, par exemple, aux navires de guerre, navires militaires. Un contrat de 33 milliards qui, plutôt que d'être divisé en trois, il semble que 33, ça se divise bien en trois, a été divisé en deux, 25 milliards pour le chantier de la Colombie-Britannique et 8 milliards pour un chantier de la Nouvelle-Écosse. Combien pour un des gros chantiers en Amérique du Nord, celui de la Davie? 0. Alors, ils sont bien chanceux, les gens de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique. Puis le Québec, on mange nos bas. En fait, c'est pire que ça. Sur un contrat de 33 milliards, le quart de la facture est payé par nos taxes et nos impôts québécois. C'est 8 milliards. Alors, non seulement on n'a pas un contrat quelconque sur le 33 milliards, mais on va payer de notre poche 8 milliards pour la pauvre Colombie-Britannique et la pauvre Nouvelle-Écosse. Bien, la générosité, j'aime ça, mais il me semble que charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'est-ce que le NPD a fait en Chambre à ce sujet? Il s'est réjoui pour la Colombie-Britannique, il s'est réjoui pour la Nouvelle-Écosse, mais il n'a pas dit un mot sur le Québec. Il aurait pu au moins dire que c'était malheureux. Même pas. Et là, ça m'amène à vous poser une question. Si vous étiez un fédéraliste et que vous deviez inventer un truc pour faire en sorte que les députés québécois ne puissent pas défendre à Ottawa les enjeux québécois, ne puissent pas représenter les contribuables taxés au Québec. Comment est-ce que vous réussiriez à faire un truc pareil? Bien, c'est simple. Vous dites aux gens de voter pour un député d'un parti fédéraliste, parce que vous savez que vous allez le télécommander par la ligne de parti et qu'il ne pourra pas défendre les intérêts du Québec. Et par conséquent, sur les tribunes publiques, sur les Radio-Canada, les TVA, les journaux de ce monde, on n'entendra pas parler de nos problèmes. Et ce n'est pas parce qu'on n'en entend pas parler qu'ils n'existent pas. Alors, comment on l'appelle, ce truc qui a été inventé par les fédéralistes? Ce stratagème malicieux, machiavélique même. On l'appelle le vote stratégique. Mesdames et messieurs, tirez-vous dans le pied. On va museler le Québec avec des députés télécommandés par la ligne de parti. Eh bien non, le Bloc québécois a mieux que ça à offrir. Ce que le Bloc québécois a à vous offrir, mesdames et messieurs, c'est un parti fiable, un parti qui va représenter les intérêts du Québec. Parce que pour le Bloc québécois, vous le savez, c'est le Québec d'abord et le Québec tout le temps. Il n'y a pas de conflit. Ceci étant dit, j'aimerais vous présenter le comité électoral. Alors, un comité électoral, c'est un petit noyau de personnes qui, pendant généralement 35 jours, ont ventre à terre pour organiser les choses, mais qui, cette fois-ci, voient le plaisir durer un peu plus longtemps par
la générosité de M. Harper qui, évidemment, a dépensé des fonds importants, inutilement d'ailleurs. Vous avez rencontré Mathieu Bonsaint il y a quelques instants, responsable des événements spéciaux. Il est également président de notre association de comté pour Portneuf-Jacques-Cartier. Alors, Mathieu, là, qui est en train de s'essuyer les mains avec du bon blé d'Inde de Neuville. On a besoin, vous le savez, d'un agent officiel. C'est la loi qui prévoit ça. Alors oui, nous avons un agent officiel. Monsieur Guy Limburner. Oui? Je vais rester en bas. Alors, Guy est en train de s'occuper du blé d'Inde, mais c'est notre agent officiel. Il fait ce sacrifice, ce travail, qui dure à peu près 1 an, et des fois un peu plus. Il l'avait fait pour Richard Côté à l'élection de 2011, et je le remercie de sa générosité. Notre candidat, il va falloir le faire parcourir le comté, sillonner la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. C'est 7000 km². C'est la MRC de Portneuf, c'est la MRC de la Jacques-Cartier et c'est la ville de Saint-Augustin. Alors, comment va-t-il faire pour planifier son travail? Alors, on lui a trouvé une personne merveilleuse qui va diriger ses pas jour après jour après jour, 7 jours par semaine. Et c'est Mme Annie Morin. Oui, Annie. Annie Morin. Alors, Annie Morin est responsable de l'agenda. Elle est également présidente de l'Association du Parti québécois pour le comté de Portneuf. Dans toute organisation, on a besoin de quelqu'un qui s'intéresse davantage au dossier et qui est capable de formuler les enjeux et les orientations qu'il faut proposer à la population. L'expérience ne manquait pas chez la personne qui a accepté de prendre cette tâche-là. C'est Richard Côté. Richard? Richard, où es-tu, Richard? Oui. Alors, Richard, candidat 2 fois, malheureusement défait dans Portneuf, mais parfaitement au courant d'un tas de dossiers. Il n'est pas ici aujourd'hui, mais vous aurez le plaisir d'apprécier son travail. Je parle de M. Daniel Bean, un collègue et copain de notre candidat. Et le site, il est facile à se rappeler son nom, Richard Harvey, BQ, comme Bloc québécois.com. Richard Harvey, BQ.com. Tout ça collé ensemble. Raymond. Richard Côté, Raymond. Pas Raymond Côté, Richard. OK, je m'excuse. Alors oui, c'est Raymond. C'est Raymond. Et là, vous allez vous en rappeler, la circonstance faisant que c'est mémorable. On a également 2 personnes de l'exécutif une est ici, l'autre ne l'est pas. La première, c'est Raymond Franqueur, qui est membre de l'exécutif du Bloc québécois. C'est le maire de Sainte-Christine d'Auvergne, qui, en même temps que nous, a sa propre épluchette. Et un bon maire se doit d'être dans sa municipalité, ce que Raymond Franqueur fait présentement. Un autre membre de l'exécutif, Maxime Moras. Maxime, tu es où? Maxime, bonjour Maxime. Et puis il y a moi qui a accepté d'être le directeur de campagne pour Raymond, avec une équipe qui est extraordinaire et que nous allons amplifier dans les jours qui viennent. Plusieurs se sont posé la question, on n'a pas d'affiches. On n'a pas d'affiches, mais elles s'en viennent. Après la fête du travail, on a dit, pendant les vacances du monde, on va respecter ça. À partir de la fête du travail, on va s'afficher et on va faire une campagne de vérité. Alors, ceci étant, la personne qui maintenant peut le mieux vous entretenir de sa vision, parce que c'est notre candidat, alors j'inviterai Raymond Harvey, futur député de Portneuf-Jacques-Cartier. Je ne sais pas à qui le micro, là, mais je vais essayer de l'organiser. J'ai besoin de mes mains pour parler.
Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ou je suis mieux de parler plus proche? Oui, je pense que oui. OK. Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus en si grand nombre à cette épluchette de bledin. Apparemment le meilleur au monde. Je n'ai pas eu la chance d'écouter encore, mais je vais y aller tantôt. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Raymond Harvey, candidat du Bloc québécois dans le beau comté de Portneuf-Jacques-Cartier. Je suis un Acadien du Nouveau-Brunswick, né d'un père des îles de la Madeleine et d'une mère du Témiscouata. Je suis diplômé en administration des affaires de l'Université de l'Acadie, malheureusement nommée Université de Moncton, et je suis immigré au Québec en 1997. J'ai été dans la gestion d'entreprise pratiquement toute ma carrière. Depuis 3 ans, je suis gestionnaire d'une entreprise en services informatiques. J'ai la chance de travailler à partir de la maison. Et comme je pouvais choisir de travailler n'importe où sur la planète, j'ai choisi Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier et le Lac-Sergent. J'ai hésité un peu entre Monaco sur la Côte d'Azur et Sainte-Catherine, mais finalement, le prix des terrains et des maisons m'ont fait pencher pour Sainte-Catherine. Si j'ai décidé de faire le saut politique, c'est parce que je crois encore en la démocratie. Comme vous tous, je le vois fondre à vue d'œil, et je veux lui redonner ses lettres de noblesse. Démocratie, ça vient du grec « démos » pour le peuple et « kratos » pour le pouvoir, c'est-à-dire donner le pouvoir au peuple. C'est pas un beau projet, ça? On va demander à la population, voulez-vous une constitution où vous, le peuple, allez détenir le pouvoir absolu sur l'État du Québec? J'ai de la misère à croire qu'il y en a qui vont voter non quand même. Vous n'aimeriez pas ça avoir le dernier mot sur vos lois? Reprendre le pouvoir sur les politiciens et sur l'État? Le Canada se pète les bretelles sur la planète, mais en réalité est un très mauvais exemple de démocratie. Avec moins d'1 vote sur 3, on est pogné avec des premiers ministres qui ont le pouvoir absolu sur tout pendant 5 ans. Le premier ministre nomme tous les ministres, des juges, des commissaires, des chefs de police, etc. Prenez comme par exemple la commission Charbonneau. Combien de ces bandits sont en prison aujourd'hui? Aucun. Pourtant, ils nous ont volé des milliards de dollars. Demain matin, le premier ministre du Québec peut vous annoncer qu'il est devant Hydro-Québec, puis selon notre système actuel, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour l'arrêter. Le Canada peut passer un oléoduc du pétrole, des sables bitumineux sur 700 km de notre territoire, traversant plus de 250 cours d'eau, dont le majestueux fleuve Saint-Laurent, sans nous donner un sou et sans qu'on ne puisse rien faire. Si j'ai choisi de me présenter pour le Bloc québécois, premièrement, c'est le seul parti qui défend les intérêts des Québécois, et c'est parce que le Bloc répond exactement à mes aspirations. Le Bloc québécois rassemble tous les indépendantistes, défend inconditionnellement la langue française, est pour la laïcité de l'État, contrairement au Canada où sa Charte des droits et libertés consacre encore la suprématie de Dieu. Ils vont peut-être changer pour Allah à un moment donné si ça continue. Mais nous, on a vu un État laïque où c'est le peuple qui va détenir le pouvoir. Le Bloc est attaché aux valeurs démocratiques, où c'est le peuple qui est souverain et non la reine d'Angleterre. Le Bloc est soucieux de son environnement. Le Bloc canadien, lui, est surtout soucieux de ses pétrodollars. Et surtout, le Bloc québécois est républicain et pour l'abolition de la monarchie. Localement, le Bloc québécois et votre humble serviteur vont travailler fort pour vous, en attendant qu'on rapatrie les 45 milliards de dollars qu'on envoie annuellement à Ottawa, et surtout qu'on rapatrie tous les pouvoirs sur notre territoire. Le Bloc québécois est 100% contre le passage d'un néoduc sur notre territoire. Le Bloc est pour la protection et la gestion de l'offre. On veut protéger nos belles fermes familiales. On se doit de protéger nos fromagers et nos éleveurs de volailles. On l'a bien vu avec l'entente de libre-échange avec l'Europe. Le peuple de l'Ouest ont piétiné nos fromagers sans aucune hésitation. Le Bloc québécois se bat pour sauver des emplois en foresterie au Québec. C'est une de nos grandes ressources naturelles.
et c'est grandement renouvelable quand c'est bien géré. Le Bloc va se battre pour avoir notre part pour les infrastructures, comme le quai de Port-Neuf, les eaux usées de Stoneham, le dossier des eaux contaminées de Shannon, etc. Il s'intéresse aussi à l'entente entre les Hurons et les Inuits du Nord. Regardez aussi comment Ottawa ne se gêne pas pour piétiner nos gens, quand c'est pour favoriser leurs amis, quand c'est le temps de construire un aéroport, par exemple, comme ici, à Neuville. Ils se foutent réellement des gens. On peut en parler aussi aux gens de Mirabel. Mais même si la députée du NPD a appuyé les gens de Neuville, on a vu que son chef Mulcair n'a rien fait du tout. Qu'est-ce que notre gouvernement fédéral a fait avec notre registre des armes à feu qu'on a payé? Ils l'ont détruit sans aucune raison, sauf idéologique. Ottawa s'est complètement foutu de la résolution unanime de l'Assemblée nationale. C'est incroyable qu'on fasse encore partie d'une telle confédération. Il ne faut surtout pas se fier sur les faux démocrates de Mulcair pour défendre nos intérêts. Mulcair est un néolibéral typique. Il parle de social-démocratie avant les élections et dirigera avec une idéologie néolibérale de droite après. On a vu ça arriver souvent, comme Tony Blair en Grande-Bretagne et même François Hollande en France. Le NPD a voté pour l'accord du libre-échange avec l'Europe, incluant l'importation annuelle de 17 000 tonnes de fromage. Un désastre pour notre industrie québécoise du fromage. Et le dédommagement, on attend toujours après. Le NPD a voté pour le financement fédéral de l'exportation d'électricité de Newfoundland and Labrador Hydro vers les États-Unis, une compétition directe à Hydro-Québec. On nage dans les surplus d'électricité ici, mais au lieu de nous aider à écouler nos stocks, notre gouvernement fédéral subventionne notre compétition. Il nous nuit encore. Le NPD s'est réjoui de l'accord des contrats de navires militaires à Halifax pour 8 milliards et à Vancouver pour 25 milliards. Pour le chantier maritime Davie à Lévis, considéré comme le meilleur en Amérique du Nord, c'est zéro. Zéro ben bord. Et dans le comté, dans la circonscription du ministre Blaney en plus. Ils sont forts à Ottawa, nos ministres fédéraux. Or, pour ces contrats, la facture du contribuable québécois est de 8 milliards de dollars. Ça, c'est 1 000 dollars par Québécois, ou 4 000 dollars si vous êtes une famille de 4. Et dire que le transport collectif délaissé, et que dire du transport collectif délaissé dans la Jacques-Cartier? Imaginez un instant si on avait un gouvernement pro-environnement. On pourrait facilement relier toutes les régions du Québec avec un monorail léger, électrique, économique et efficace. Avec un bon service en commun, ma tante de Rimouski pourrait facilement aller visiter sa sœur au Saguenay ou son frère à Sherbrooke. Mais non, au lieu de ça, on veut nous faire payer un train rapide entre Cornwall et Windsor. On dit Québec-Windsor, mais combien d'entre vous sont allés à Windsor, en Ontario, dans les 10 dernières années? Pas bien, bien. Puis je regarde Mulcair et Halper, je regarde leur passé, et honnêtement, je ne vois pas d'éléments positifs chez Mulcair plus que chez Harper. En fait, il y en a un, il est beaucoup plus un beau parleur, mais c'est pas bien difficile de compétitionner avec Harper sur ce niveau-là. Mulcair a été avocat d'Alliance Québec et s'est battu bec et ongle contre la loi 101. C'est un fier admirateur de Margaret Thatcher. Il fut ministre du cabinet de Jean Charest en faveur de la vente du mont Orford. Il a protégé le maire Vaillancourt pendant plusieurs années. Et oui, celui qui est accusé de gangsterisme à Laval. Et il a même voté pour la gang à Couillard aux dernières élections. Croyez-moi, croyez-vous vraiment encore que ce gars-là est un social-démocrate et qu'il va mettre tout à coup à défendre la langue française au Québec et les intérêts du Québec? De toute façon, les fédéralistes ont toujours privilégié les intérêts du Canada avant ceux du Québec. C'est évident, c'est mathématique. Ils préféreront plaire aux 266 circonscriptions du Canada avant de plaire aux 78 du Québec. On est minoritaire au Canada et on va l'être de plus en plus. Pourtant, le Québec est un État riche. La République du Québec, avec tous les pouvoirs dans nos mains, serait parmi les pays les plus riches du monde. On a un immense territoire bourré de ressources naturelles qu'on pourrait nationaliser
de plus on financerait un seul gouvernement avec uniquement les intérêts du Québec à cœur. Quand le ministre de l'Industrie du Canada, qui vient de la Saskatchewan ou de l'Alberta, négocie à New York ou à Washington, pensez-vous vraiment que c'est pour amener des industries au Québec? Posez la question, c'est y répondre. Et pourtant, on paye un quart de son salaire. Imaginez si on avait un Québécois qui défendrait nos intérêts à Washington et à New York, qui travaillerait pour nous. La région de la capitale nationale serait la première à profiter de l'indépendance du Québec. Avec au moins une cinquantaine de pays qui voudraient avoir leurs ambassades dans ce magnifique pays qu'est le nôtre. Ce serait de l'argent neuf pour la région. Même M. de Savoie pourrait vendre sa maison sur le bord du fleuve. Des nouveaux ministères seraient créés ou transférés ici dans la capitale nationale. Je crois que nous sommes à l'aube de la création d'un nouveau pays. Nous vivons une grande époque. Il faut enlever le pouvoir des mains des millionnaires et de leurs lobbyistes et le redonner au peuple. Ici, je ne fais pas allusion à M. Pellado, bien entendu. Au contraire, je suis sa campagne depuis le début qu'il est en politique et il répète souvent à qui veut l'entendre, c'est les Québécois qui vont décider. Eh bien, bravo, M. PKP. Ce pays doit être une démocratie et les outils du contrôle du pouvoir doivent être repris par le peuple. On doit se donner une constitution citoyenne, des élections proportionnelles mixtes, des référendums d'initiative populaire, des référendums législatifs pour voter nos propres lois, des référendums abrogatoires pour annuler une loi, et même des référendums révocatoires pour destituer un gouvernement qui ne tient pas ses promesses. On ne parle pas ici de faire un référendum toutes les semaines, mais un peu comme en Suisse, et même dans certains Américains, c'est-à-dire demander au peuple une fois ou deux par année ou aux 2 ans, comme bon lui conviendra. Au lieu de se déplacer une fois aux 4 ans pour faire un X, moi, ça ne me dérangerait pas du tout d'être obligé d'en faire 10, 15 X, mais de voter pour nos lois, nos traités et même nos impôts. Au Maine, dans l'État du Maine, ils ont même demandé au peuple s'il voulait garder le casque obligatoire pour les motos, imaginez-vous. Le peuple a dit non. Ce n'est pas les vendeurs d'assurance et les lobbies qui ont décidé là-bas, c'est le peuple qui a décidé. Ici, au Québec, le gouvernement demande actuellement à un fabricant de casques de vélo s'il devrait le rendre obligatoire. On est bien hâte de voir sa réponse. L'État de Washington et l'État du Colorado, dernièrement, sont en train de devenir riches à vendre de la marijuana. Des centaines de millions de dollars rentrent dans les coffres. Mais ça, c'est un autre débat. Mais quand même, c'est le peuple qui a choisi, c'est le peuple qui a décidé contre la volonté des gouvernements en place. La voix du peuple au pouvoir, c'est ça la vraie démocratie. Être un pays indépendant, ce n'est pas un repli sur soi. Au contraire, c'est s'ouvrir sur le monde. C'est avoir son mot à dire aux Nations unies, être présent dans tous les forums internationaux. Comme en environnement, par exemple. Le Canada est le seul pays au monde à s'être retiré du protocole de Kyoto. Honte. Au sommet de Paris en décembre, qui va représenter le Québec? Le Canada. Parce que comme province, on n'existe tout simplement pas sur la scène internationale. Nous serions même présents au G20, parce que oui, la République du Québec serait parmi les 20 pays les plus riches au monde. Comme par exemple la Bourse mondiale du carbone. Le Québec pourrait vendre ses droits parce qu'ici on est vert et on n'atteindra pas nos quotas, donc on pourrait vendre le surplus. Mais puisqu'on fait partie du Canada, on va dépasser nos quotas, donc on va être obligé de payer. Ça, c'est encore des centaines de millions sortis de nos poches parce qu'on appartient au Canada. Alors, au mois d'octobre, rappelez-vous qu'on envoie encore près de 50 milliards de dollars par année à Ottawa. Alors, il faut envoyer quelqu'un pour voir à nos affaires. On se donne une voix forte au fédéral. Le 19 octobre, on vote Bloc québécois. Merci. Alors, merci. Écoutez, je pense qu'on a déjà entendu beaucoup. Je ne prendrai pas les choses qui m'apparaissent importantes, tout autant qu'évidentes sur la raison, effectivement, de notre projet d'avoir un Québec souverain. Je voudrais simplement vous témoigner un peu de mon expérience personnelle, si ça peut vous apporter des arguments quand vous allez rencontrer des électeurs, et surtout des indécis. Hein. Au fond, il y a ce type d'électeurs qu'on recherche toujours, ceux qui sont toujours en réflexion. Moi, je préfère les appeler des gens en réflexion, qu'on essaie d'influencer.
faut qu'il fasse le bon choix. Hein? Et dans le cas de la prochaine élection, le bon choix, ça va être de voter pour Raymond, pour le Bloc. Pour quelle raison? Bien, premièrement, quand je pense aux autres partis actuellement, par exemple le NPD, avec, bien sûr, le chef du NPD actuel, que j'ai connu dans le temps, que Raymond a connu aussi à l'Assemblée nationale. Raymond était vice-président, j'étais vice-président pendant un bout de temps. Bref, on a pas mal bourlingué. Et moi, je l'ai vu aller. Et sa façon d'agir était un peu bizarre. Au fond, c'est un peu j'utilise une expression anglophone, c'est le troublemaker. Quand, dans une commission parlementaire, les choses se déroulaient relativement bien, puis que les libéraux voulaient mettre le trouble, ils l'envoyaient. Et effectivement, il réussissait. Alors, l'image que j'ai de ce monsieur-là, c'est davantage quelqu'un qui va essayer de déstabiliser le monde que quelqu'un qui va agir de façon constructive. Donc, je ne voterai certainement pas NPD avec ce chef-là. Est-ce que je vais voter Trudeau? On va vous demander ça. Je pense à Trudeau un peu. Oui, mais regardez ce qui se passe dans le moment. C'est-à-dire, il se présente avec qui autour de lui? Si ce n'est pas la vieille garde de ce parti qui nous a enfoncé une nouvelle entente, une révision de la Constitution qu'on n'a pas signée, mais il nous l'a enfoncé quand même dans la gorge. C'est avec ça qu'on fonctionne aujourd'hui, malgré nous. C'est également le même parti de la supposée loi sur la clarté, qui fait en sorte que, ouais, quand on perd un référendum à 50% moins quelques fractions, tout le monde reste tranquille, c'est le statu quo, pas de problème. Si jamais c'est l'inverse, là, non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Il va falloir que ce soit plus que ça, selon leurs conditions, eux autres. Ça n'a pas de bon sens. OK? Alors, c'est le parti également du scandale des commandites. C'est ça qu'on veut reporter au pouvoir? Moi, ça ne m'intéresse pas. Puis quand je parle du présent premier ministre et de son parti, le Parti conservateur, moi, je n'haïs pas le Canada, hein? Franchement, je vous le dis, là, je trouve que c'est un pays dans lequel il ne fait pas mal vivre, il fait plutôt bon vivre. On pourrait faire mieux, certainement, au Québec, si on possédait tous les leviers de notre développement économique et social, mais ce n'est pas l'enfer au Canada. Et le peu de choses avec lesquelles j'étais à l'aise quand même complètement, il a tout effacé ça. On avait la réputation, comme Canadiens, d'être un peu des modèles sur le plan environnemental. Oubliez ça, hein? Oubliez ça complètement. On était une référence sur le plan international au niveau de la paix. Oubliez ça également. Alors, le Canada que j'ai connu, avec lequel j'entretenais quand même une certaine sympathie, pour moi, il existe à peu près plus aujourd'hui, avec un gouvernement qui, depuis 8 ans, a vraiment changé la couleur de ce pays qu'on avait contribué à construire, hein? Ici, le Québec, et à l'intérieur duquel on était à un moment donné kiff-kiff. On est passé à 1 pour 4. Maintenant, notre voix compte pour à peu près 1 sur 13. Alors, je pense qu'il est temps qu'on en sorte de ce pays-là. On nous a enfoncé, bien sûr, bien des choses. On est en train aussi d'essayer de nous enfoncer un pipeline au travers de la gorge. On nous a enfoncé un aéroport ici en Neuville. On a besoin de quoi de plus? Puis là, il y a un premier ministre du Québec qui s'appelle Philippe Couillard, qui vient nous dire que la souveraineté, l'indépendance va coûter cher au Québec. Quand j'ai entendu ça, je lisais le journal le matin, j'ai passé proche de m'étouffer. Finalement, je suis parti à rire, ça a-t-il du bon sens de penser de même? Pour quelle raison? Est-ce que c'est à ça qu'on doit... Est-ce que c'est ça qui doit nous préoccuper, c'est-à-dire ce que pourrait coûter l'indépendance, ou si ce n'est pas ce que nous coûte déjà le fédéralisme, ce qui nous a déjà coûté dans les dernières années, et ce qui va continuer à nous coûter ici au Québec, comme régime politique, comme régime constitutionnel. C'est ça qui coûte cher au Québec. Ce n'est pas le fait que le Québec devienne souverain, maître de son destin, capable de choisir en fonction de ses priorités. Elles sont différentes. Que dans le reste du Canada, on décide que, je ne sais pas, il y a un certain nombre de programmes de cohésion sociale qui sont peut-être moins importants que l'importance à laquelle on accorde ici au Québec. Moi, c'est leur décision qui vivent avec, il n'y a pas de problème. Mais me faire imposer à moi des choix sur le plan économique,
sur le plan constitutionnel, sur le plan social, à l'intérieur desquels je ne me sens pas à l'aise, j'en ai pas besoin. Okay? Alors, sortons-en au plus chacun. Et vous allez entendre dans les personnes que vous allez rencontrer des arguments un petit peu, bon, c'est correct, là. Je vais dire un peu léger, là, j'avais même l'expression de nono en tête, mais c'est pas. Il faut respecter. Il faut respecter les gens dans ce qu'ils pensent, mais il y a des réponses aux inquiétudes qu'ils ont. Une question que j'ai entendue la semaine dernière, en faisant mon conditionnement. Ouais, mais vous allez faire quoi avec les fonctionnaires fédéraux? Quelle question? C'est-tu en fonction d'une question semblable, aussi simple, je veux dire, en termes de solution, qu'on va décider de l'avenir d'un pays? 2 ministères de l'Environnement, 2 ministères de la Santé, un ministère des Relations étrangères, un ministère des Relations internationales. Puis je pourrais continuer à panoplie comme ça. OK? On se duplique partout. Si on devient souverain, on va avoir énormément d'économies d'échelle. Et la chose est très simple. On sait que la population vieillit, la main-d'œuvre vieillit. Il va y avoir au cours de la prochaine décennie, puis même au-delà, beaucoup de gens qui vont simplement quitter parce qu'ils vont avoir atteint l'âge de la retraite. Un point, c'est tout. On va être capable simplement, comme le font d'ailleurs les gouvernements actuels depuis 20 ans, avec l'attrition, d'atteindre nos objectifs, faire en sorte qu'on ait un gouvernement au total moins pesant, OK? Et un gouvernement qui prend les bonnes décisions parce qu'il en contrôle tous les aspects. Bon. Ça, c'est pour la logique, la rationalité, les arguments qu'on peut apporter pour dire qu'on devrait voter bloc, parce que c'est les seuls qui vont nous défendre véritablement, défendre les intérêts du Québec à Ottawa pour le temps qui reste, et j'espère qu'il va être le moins long possible. Mais il y a une chose aussi qui est importante. Pour quelle raison l'avenir de nos enfants est-il important? Est-ce que c'est uniquement pour une raison rationnelle? Bien sûr, la rationalité, c'est important. On veut que nos enfants puissent croître, se développer professionnellement, personnellement, c'est très bien. Mais aussi, c'est parce qu'on les aime. C'est un élan du cœur. Et qui fait en sorte qu'on va tout faire pour que nos enfants aient le maximum de chances de s'épanouir. C'est un peu comme ça le Québec pour moi. J'aime le Québec. Et je veux qu'il se développe. Et je veux créer pour ce Québec-là toutes les conditions qui vont lui permettre de s'épanouir complètement. Donc, c'est un élan non seulement de la raison, mais c'est un élan de passion, d'amour. Et c'est comme ça qu'on réussit nos rêves. Ce n'est pas uniquement par une vision comptable, qui est importante, mais ce n'est pas la plus importante référence. Je vous remercie.